Merci d'être avec nous pour poursuivre ce C positif dans la Sarthe. Et nous allons maintenant évoquer le projet de requalification de l'immeuble rue Courboulet au Mans, de l'antenne de solidarité départementale. Et je vais demander à Cédric Loison, qui est directeur de l'immobilier et des affaires générales du département, et Philippe Chamblas de MAP Architecture de venir nous rejoindre tous les deux. Chacun son micro. C'est la partie de parole. Alors, les affaires générales, les moyens généraux. Les moyens, ah oui, c'est madame, je vous ai donné un titre. Non, j'ai pas encore créé. Donc oui, on voulait vous parler de l'immeuble qui a reçu un prix du CAE. Et en plus, il n'est pas très loin. Voilà. Je vais vous faire la réunion à côté, puisqu'elle est au bout de la rue. Vous voyez, on est situé ici. Et donc, au bout de cette rue, on trouve cet immeuble. L'adhésion, c'est un immeuble qui appartenait au département et qui a été libéré en 2012 parce que c'était occupé par le comité sportif, qui avait un nouveau bâtiment à Coulennes qui s'appelle la Maison des Sports. Et en 2012, dans le cadre de la stratégie immobilière, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait de cet immeuble. La question portait, beaucoup pensaient qu'il ne valait pas grand-chose. Et donc, dans le cadre de notre réflexion décennale sur le plan d'action d'investissement du département, nous, on a considéré qu'il avait de la valeur, parce qu'il avait de la valeur déjà par son implantation. Il était en fin de rue, à côté de bâtiments anciennement Sarthe Habitat, puisque initialement, c'était le siège de l'office HLM, qui a été construit dans les années 68, par le goûteur, et c'est grâce en fait, au concepteur qui nous a en plus révélé en fait, la valeur historique du lieu. Et donc en 2012, on a fait le choix nous, de garder ce bâtiment. Plus simple, j'ai enlevé les papiers. Je vais avancer. Donc vous voyez, on est situé ici et la fabrique est de l'autre côté du pont. On a fait le choix de garder ce bâtiment pour le requalifier en antenne solidarité qui regroupe en fait les équipes de solidarité départementale, donc protection maternelle infantile, les aides sociales, dont aide sociale à l'enfance, et puis toutes les autres assistantes sociales du secteur, on va dire, nord-ouest du Mans. Et il y avait un positionnement qui était dans le centre-ville quand même très intéressant. Donc on a fait le choix de travailler en fait la requalification de ce bâtiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un bâtiment qui fait en existant à peu près 1000 m². Donc au cours de la programmation qui s'est déroulée au cours de 2014, on a conclu qu'il fallait quand même faire une extension pour accueillir l'ensemble des équipes, qui étaient à peu près 30-40 personnes quand elles sont au complet. Et le travail que l'on a fait, actuellement les équipes étaient sur les deux côtés de la Sarthe. Il y en avait qui étaient dans la grande barre de Sarthe Habitat au rez-de-chaussée. On a l'impression d'être dans une péniche, c'est des locaux un peu particuliers. Et de l'autre côté, c'était rue de Réjouet, donc dans la rue qui est adjacente. Et donc ils étaient répartis sur deux bâtiments, dont une en location. Et donc on jugeait assez intéressant de les faire rejoindre sur ce site. Nous, on a attaché une attention particulière sur la qualité thermique des locaux, même si vous voyez, il y a beaucoup de façades vitrées, mais on avait déjà le précédent occupant nous disait qu'il avait froid, c'était pas très bien isolé. L'autre, c'était surtout de donner une nouvelle image du bâtiment et valoriser en fait les constructions du département, qu'il soit bien identifié du public, et puis également que les collègues et le public qui soient accueillis soient le mieux installés possible. Je vais laisser la parole à M. Chamblas qui va après nous présenter en fait son projet. Juste pour signer dans la chronologie du projet, c'est un projet qui a été initié donc, en 2013-2014. Le concours a eu lieu en 2015 avec une phase de conception qui a été un peu longue, 2016-2017, et le chantier s'est réalisé tout au long de l'année 2017-2018. Voilà, donc on fera une synthèse tout à l'heure, mais il a été livré à la fin de l'année 2018. Philippe Chamblas, donc je suis architecte. Donc l'agence MAP, c'est une agence métropole architecture paysage qui fait de l'urbanisme, de
l'architecture et le paysage d'une petite agence, mais qui essaie d'avoir une vision le plus large possible de l'aménagement. Donc, donc effectivement, comme l'a dit Céline Moison, ce bâtiment se situe en fait à un endroit un peu stratégique, très visible, le long de deux axes de circulation, avec une vue sur la Sarthe. Donc, il fallait qu'on trouve un concept qui permette en fait de gérer tous ces aspects, la visibilité d'équipements publics, mais aussi la protection des vues par rapport à un public qui peut être fragile, la protection par rapport au bruit, par rapport à la pollution, sur le carrefour, gérer les vues sur la rivière. Et donc on a proposé en fait d'envelopper, il y avait aussi la problématique de comment faire une extension sans qu'on ait la visibilité d'une extension, retrouver une unité du projet. Donc le concept, ça a été cette résille métallique qui vient un peu recouvrir le bâtiment existant, qui se prolonge pour créer un habillage, donner une visibilité et une identité à cet équipement. Donc cette double peau en fait joue avec une première peau, et on a donc des espaces tampons extérieurs, des plantés qui font justement un tampon avec le carrefour, qui créent des prolongements extérieurs aux espaces intérieurs, donc notamment aux espaces de rencontre entre les parents et les enfants qui existent dans ce bâtiment, et aussi par rapport aux locaux de travail, aux salles de réunion, convivialité. Voilà, donc en fait, moi aussi j'ai eu du mal à caler un récit et une description dans la grille, c'est un peu compliqué de raconter un projet de manière un peu globale, mais je pense que c'est quand même important que je montre les plans. Donc en fait, le projet se déroule sur 4 niveaux qui étaient donc existants, et qu'on a prolongé. En fait, on rentre au niveau du rez-de-chaussée, mais on a aussi un niveau en fait au niveau du quai bas, et donc on a 2 niveaux accessibles au public. Donc on a ici le rez-de-chaussée et là le bâtiment Ré-d'eau, je dirais Ré de la Sarthe, donc qui consiste en fait dans l'extension. Voilà, en fait le bâtiment initial il est là, et l'extension vient en fait donc avec ces 2 niveaux. On arrive par niveau haut, on dessert le niveau bas, c'est 2 niveaux accessibles au public, et puis on a 2 niveaux de bureaux qui sont au premier étage et au deuxième étage. Voilà, si on passe peut-être la suivante, là c'était pour. Alors voilà, donc ça c'est la grille. Donc la suivante en fait. Voilà, donc, première chose, donc des lieux de vie plus sûrs qui favorisent la santé, donc qualité de l'air intérieur. Et sécurité sûreté. En fait, ça reprend les éléments de cette double peau, répondent un peu à ces éléments. Donc, sécurité, sûreté. Bon, il y a aussi une protection physique, mais on a aussi aussi ce sentiment à l'intérieur du bâtiment d'une intériorité, alors qu'on est très exposé. Qualité de l'air intérieur. On a une ventilation double flux, avec des prises d'air soignées justement pour être éloigné de la source de pollution. Et on a en fait très peu de locaux. On n'a pas de locaux en fait qui donnent au sud sur le carrefour. Donc à chaque fois, on donne à travers un espace tampon sur le carrefour. Diapo suivante. Et il y a un verre d'eau qui vous a été préparé, si vous vous souvenez. Merci. Alors. Donc les espaces agréables à vivre, pratiques, confortables, toujours dans le prolongement. On voit là depuis l'intérieur en fait l'espace intérieur. On voit le prolongement des espaces intérieurs. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec le jeu d'espacement de la résille, en fait, on arrive
avoir une vue sur la Sarthe, tout en étant protégé du boulevard à côté. Donc ça, c'est le confort visuel. Le confort acoustique, on a des mesures de 42 dB, et comme je vous disais, il n'y a pas d'ouverture directe sur le carrefour. Et puis fonctionnalité des lieux, ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé un hall généreux qui relie donc les deux niveaux accessibles au public, et on a des plans séparés en fait, les locaux de travail avec ces locaux accessibles au public, ce qui fait, je pense qu'il fait un bâtiment qui fonctionne bien, parce que on a vraiment à la fois des lieux conçus pour l'accueil du public et des lieux conçus pour une ambiance de travail. Suivante. Alors, donc là, vous avez donc des vues sur le hall qui est. Alors, je disais qu'on était fermé sur le carrefour, sauf bien sûr le hall qui est ouvert avec cette résie qui crée aussi un écran d'intimidation. Et puis on voit les espaces de travail du bâtiment existant. Mais ça, je reviendrai après dessus avec des éléments de réemploi. Ce qui est la particularité du projet. Ce qui est important de dire aussi, la localisation du stationnement pour personnel, qui est lié aussi au confort de travail. Voilà, donc respect de l'environnement. Alors le gros intérêt du projet, en fait, il est montré par cet escalier. En fait, je vais essayer de... Voilà, cet escalier, en fait, c'est l'escalier existant du bâtiment existant, enfin, l'escalier qui existait, qu'évidemment on trouvait très beau, et puis qui n'est pas encloisonné comme on le fait aujourd'hui avec des escaliers, qui donnent sur un grand espace ouvert. Mais hélas, pendant le concours, en suivant vraiment les recommandations du programme, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le garder. Donc, tant pis, on a redessiné un escalier encloisonné avec des choses de beaucoup moins bien que ça. Mais on s'est dit, on va quand même démonter cet escalier et puis on va le mettre en fait dans l'extension, dans la partie accessible au public. Ça va être l'escalier qui relie les deux niveaux accessibles au public. Donc, on gagne le concours. Très vite, on s'aperçoit qu'on va avoir beaucoup de mal à rentrer dans le budget. Et puis, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce très bel escalier, il a un défaut, c'est que les marches font 17 cm de hauteur. Et ça ne vous dit rien, mais 17 cm de hauteur, c'est pas acceptable par la réglementation pour les établissements qui reçoivent du public. Et donc, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus bouger cet escalier et de le transporter, en fait, de le mettre dans la partie accessible au public. Donc, ça devenait compliqué financièrement parce qu'on ne pouvait plus récupérer cet escalier. Puis on avait prévu un peu de tout casser et tout. Et donc, on s'est dit qu'il faut qu'on prenne les choses autrement. Il ne faut pas qu'on cherche à adapter un bâtiment existant au programme, mais qu'on fasse un peu l'inverse. Et donc, on a, avec la coopération du maître d'ouvrage, ajusté en fait le programme de manière à concentrer en fait les locaux qui code du travail autour du bâtiment existant, parce que la réglementation du code du travail est moins exigeante, et donc on a revu ce programme à la marge, parce que bon, finalement, et du coup, cet escalier, c'est dans une zone en fait code du travail, dans un bâtiment beaucoup moins remanié, a fait qu'on a pu en fait conserver ces dispositions. C'est-à-dire qu'en fait, le regard du bureau de contrôle n'est pas le même si on casse tout ou si on garde un maximum de choses. Donc on s'est plutôt inscrit dans cette deuxième démarche. Et puis cet escalier qui avait des marges de 18 cm a été accepté dans le cadre du Code du travail. Et donc, ce point de vue cette espèce d'agilité au niveau de la conception nous a permis de conserver cet escalier, et on a même construit exactement le même dans la partie, en hommage, dans la partie accessible au public. Donc le même escalier, mais avec 17 cm de hauteur de marche.
Et donc, comme on avait beaucoup aimé cet escalier, on avait aussi beaucoup aimé les sols en travertin, on avait beaucoup aimé les portes clarites donc en verre perlé et les menuiseries en cuivre qui existaient. On avait beaucoup aimé les faux plafonds 3D des années 60 avec des effets de volume, etc., les luminaires également. Et donc on a récupéré un maximum d'éléments du bâtiment existant, on a démonté tous les faux plafonds, on les a stockés, on a reconditionné les appareils électriques, ce qui n'est pas simple, pour en fait donner une âme à ce bâtiment, une âme un peu hybride entre les années 70 et aujourd'hui. En fait, voilà, une réinterprétation, parce que les plafonds, en fait, ne sont pas complètement des années 70, ils sont mélangés avec des plafonds contemporains du 10, ils sont mis en valeur quelque part. La même chose pour les luminaires. Et donc on est rentré dans une logique d'économie circulaire, et donc par rapport au thème utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles, c'est clair qu'on a construit moins, utilisé moins de matières premières, et on a un bilan carbone forcément qui s'en est trouvé amélioré. Et puis je pense aussi à un bilan humain, parce que je pense moi que les gens, on a aujourd'hui une telle standardisation dans la construction, dans l'environnement, que pouvoir retrouver ces éléments ont permis d'avoir un projet peut-être une personnalité un peu plus affirmée. Il reste 4 minutes. Bon, voilà. Donc, au niveau de la performance économique, comme l'a dit M. Chamblin, assez rapidement au début de la conception, Maître d'œuvre vient de dire le budget va être un peu juste. Et on avait eu une alerte quand même du jury qui nous avait dit attention, ce projet-là va dépasser. Donc on avait quand même des consignes de maîtrise du budget. Et donc en retravaillant l'escalier, finalement ça nous a obligé aussi à revoir ce qu'on pouvait accepter en termes de dépassement budgétaire, puisque ce qui n'est pas acceptable. Et donc je vous ai mis le coût final en travaux, il y a 2 194 quand le projet initial l'avait chiffré à 1,8 million. Donc on a eu quand même un dépassement qui était après, comme tout projet bâtimentaire, surtout sur de l'existant. On a eu des surprises en termes d'amiante. Voilà, on a eu des choses sur lesquelles on n'avait pas prévu. Et on finit quand même à un coût assez intéressant sur un bâtiment qui a gagné beaucoup en valeur d'usage. Voilà, donc un bâtiment qui pour nous valait rien, maintenant a une vraie valeur et en plus gagne des prix architecturaux. Donc c'est pour nous assez intéressant. Et puis on est quand même sur un coût énergétique qui est maîtrisé, parce que on doit être à peu près à 70 en consommation équivalent de pétrole, on doit être à 70 kWh, quand précédemment sur le bâtiment on était au-dessus de 250. C'était tout électrique, donc là avec le système de pompe à chaleur, effectivement on a quand même beaucoup gagné. On était en RT 2012 et RT Rénov', on n'était pas du tout à l'époque sur des objectifs de RE 2020. Voilà sur la partie économique et sur la partie usage. Ce travail-là a été fait avec les équipes de la solidarité. Donc il y a un moment, il a fallu qu'on arrête parce qu'ils voulaient vraiment chacun presque leur bureau personnalisé. Donc la concertation a aussi ses limites. Et puis il a fallu aussi qu'on les fasse déménager de manière intermédiaire parce que Sarthabitat avait commencé son projet. Donc il a fallu qu'on leur trouve une location pas très loin, au Polyvignol. Ils étaient bien, du coup ils avaient un peu de mal à partir. On leur a dit qu'il va falloir maintenant déménager dans les locaux définitifs. Et puis on les accompagne, pendant un an sur, comme on fait sur tous nos projets, post-installation, car on vient les voir une fois que la poussière est retombée au bout de 3-6 mois pour voir s'il y a des ajustements. On a fait quelques travaux complémentaires pour qu'ils soient bien, on a encore un abri vélo à faire. Et puis il y a des choses à améliorer, des choses qu'on avait peut-être mal appréciées à l'époque. Donc là je vous ai mis le chantier tel qu'on le percevait surtout du Palais des Congrès, et puis la liste des travaux qu'il y avait à faire. Notre difficulté sur le chantier, surtout pour le maître d'œuvre, c'était effectivement la proximité de la rivière, elle était très très exiguë. Donc en termes d'approvisionnement, c'était assez compliqué, mais bon, avec la bienveillance des services de développement métropole, il fallait accepter à ce qu'on mange un peu la voie pour qu'on puisse faciliter les approvisionnements. Il y avait absence de stationnement complet. Donc il fallait trouver des solutions, notamment pour les entreprises. Et puis la vraie difficulté, ça a été que les entreprises aussi respectent les lieux et donc protègent les matériaux qu'on allait garder. Donc
la dépose des faux plafonds, les sols qui ne soient pas trop souillés, qu'on n'ait pas des portes qui soient cassées. Donc ça, on était assez vigilants à ce que... Et ça a été un challenge parce que les consignes n'étaient pas toujours claires entre entreprises. Donc on nous a fait une synthèse du projet. Aujourd'hui, il fait un petit peu moins de 1400 m², travaux hors des coûts consultation de travaux de 2 400 000. Le chantier a duré 14 mois, ça a été assez vite. Puis actuellement, on est sur une consommation de 100 MW. On a certainement des choses encore à améliorer, puisque effectivement la structure métallique, vous voyez ici, nous a obligés à climatiser, parce qu'en période d'été, sinon c'est pas tenable, malgré l'isolation qu'on a renforcée. Il y a beaucoup de surface vitrée, effectivement, le phénomène est-ouest fait qu'on a un effet de surchauffe quand on est sur des périodes de forte chaleur. Et si je vous demandais les 3 points à retenir Les 3 points, on en a fait plus que 3, mais je vais laisser M. Chamblat, il en a retenu 4, 5. Alors, le génie des lieux. Voilà, génie des lieux, une frugalité, une économie de projet. Sur la qualité de ce bâtiment-là, finalement, c'est pas un bâtiment qui nous a coûté vraiment très cher. La question du réemploi, effectivement, c'est ce qui lui a donné sa personnalité et sa valorisation. Une dimension sociale par l'activité, mais aussi le fait que finalement c'est un bâtiment qui était initialement pour le siège des HLM et qui revient maintenant à une vocation sociale. Je trouve que c'était intéressant qu'on ait ce cycle. Et puis la dimension bioclimatique, donc effectivement on n'a pas évoqué, mais les châssis, on s'est servi en fait de la structure existante pour faire des châssis ouvrants. Donc en période de forte chaleur, finalement il y a une gestion de la ventilation naturelle qui se fait. Les occupants ouvrent les châssis pour que la ventilation nocturne puisse rafraîchir le bâtiment. L'éclairage naturel, effectivement, vous l'avez bien géré, c'est quand même vraiment un bel éclairage. Et puis il y avait aussi la dimension acoustique qu'on n'a pas abordée, mais le fait qu'on soit sur un axe de circulation très important. On était très vigilants à ce qu'on ait un abaissement de l'acoustique. On a eu un peu peur parce que le fournisseur de châssis, l'installateur de châssis, il a un peu triché sur le vitrage. Il nous a dit que ça n'était pas rendu compte, mais au moment où on a fait les contrôles, il y a quelques millimètres qui avaient été perdus en cours. Donc ça a donné lieu à un petit contentieux qu'on a résolu de manière en conciliation. Et on a eu cette perte de Victor d'avoir perdu quelques débits. Merci beaucoup. Voilà. Si j'avais juste des enseignements, ce qui nous a permis, nous, de faire le projet, c'est une stratégie immobilière assez claire. Il y avait un portage politique aussi pour qu'on réutilise nos locaux. Donc on continue à le faire. Si on a des choses qu'on pourrait refaire, effectivement, peut-être qu'on aurait pensé à faire des panneaux photovoltaïques. À l'époque, ça n'avait pas été une priorité. Aujourd'hui, ça le serait. On penserait en fait à la dépense énergétique. La question des approvisionnements, comme je vous l'ai dit, avec les menuiseries, des choses qu'il faut qu'on poursuive le plus important. Et puis, le bilan carbone qu'on n'a pas fait. On aurait simplement maintenant, on serait obligé de le faire. Parfait, si vous voulez bien applaudir nos 2 intervenants. Et alors maintenant, comme c'est une tradition, première question à l'expert désigné par le CLUE. CLE qui était membre du jury. Oui, enfin, c'est pas moi, mais oui, c'est. Oui, alors il y a juste c'est une remarque et puis une petite question. Juste une remarque pour expliquer le choix aussi de mettre en avant ce projet-là, parce que c'est au CAUE de choisir les projets. Je ne sais pas si ces choses-là vont être expliquées, mais voilà. On trouvait que ce projet il valait le coup de la discussion parce qu'il met en évidence plein de qualités, mais aussi l'usage d'un bâtiment patrimonial et le patrimoine du XXe siècle qu'on ne met pas assez en général en avant, qu'on oublie ou qu'on n'utilise pas avec ses vraies valeurs. Et donc on était donc d'où l'intérêt d'avoir aussi pu le mettre en avant sur le prix aperçu. Donc il a eu la récompense du prix patrimoine, donc c'est hyper intéressant qu'on puisse mettre en avant le patrimoine du XXe siècle. Du coup, par rapport au processus de projet, voilà, est-ce que le travail de la trame reprend, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le travail de la trame par rapport à la trame existante du bâtiment, qui est une trame assez
assez claire sur le bâtiment existant, une trame en béton qui donne du relief à la construction. Est-ce que le choix de la résie avec cette trame vient un peu évoquer cette trame initiale et par rapport aux menuiseries, quel choix a été fait? Est-ce qu'il a fallu se battre ou pas du tout pour garder une trame et des menuiseries de même gabarit, etc. Alors on avait essayé de rénover les menuiseries, ça s'avère impossible. Donc on les a repris, on a gardé en fait la trame de menuiserie, on a gardé le principe en fait de grand fixe. En fait, vous voyez, en fait, on a des doubles poteaux. En fait, le bâtiment existant, on le voit mieux de l'autre côté. C'est peut-être intéressant de le voir. Alors ça, c'est une surélévation des années... Voilà. Le bâtiment existant, c'était ça. Ça, c'est une surélévation des années 80, en charpente métallique. Et le nôtre infrarouge. Et donc, en fait, autant on a joué en fait, la continuité sur la face ville, autant côté... on a bien laissé à lire le bâtiment existant avec sa rigueur, etc. Et donc en fait, on a une alternance de double poteaux et de simple poteaux, et dans les doubles poteaux, on a des petits ouvrants qui permettent une ventilation nocturne par exemple, tout en empêchant l'intrusion, et qui permettent donc ces grandes fenêtres, ces grands châssis fixes. On les voyait dans une illustration. Donc voilà, ça c'est donc en fait les doubles poteaux et les petits ouvrants. Donc ça, on a gardé ça dans le projet. Donc après, si on revient sur la façade principale, voilà, donc après, on a pris un rythme, on est parti de ce rythme, et puis on a modulé en fait cette résine. Alors on voit que sur le carrefour, en fait, là on a un patio sur lequel donnent les bureaux derrière. Donc il y a un jeu en fait de transparence, évidemment c'est le jeu de la double peau. Puis par contre au rez-de-chaussée, toute l'entrée, tout le hall est vitré. Et donc on a les rythmes qui bougent en fonction de ça. Et comme on l'a vu aussi sur les autres diapos, côté rivière, ça s'ouvre. Donc là, on a la vue en fait qui est fermée de ce côté-là, mais qui s'ouvre de ce côté-ci pour les rencontres, les espaces de rencontre par enfant, et salle de convivialité, réunion à l'étage. On peut poursuivre par les questions. William, une question? Ouais, j'ai une question déjà un constat, juste de rappeler quand même la rénovation et le maintien existant. Comme ce projet-là, ça contribue fortement à la réduction carbone aussi du parc immobilier. Donc c'est vrai que ne pas choisir de démolir pour construire un bâtiment neuf, c'est aussi moins de ressources qui sont excavées, moins de nuisances, moins d'empreinte environnementale carbone. Donc c'est un choix judicieux. Sur l'aspect, on va dire, programmation sur la performance environnementale et thermique, est-ce que le maître d'ouvrage avait l'idée d'un programme, des intentions ou d'objectifs reliés notamment par rapport à la consommation énergétique? Parce qu'on voit qu'il y a une amélioration du maîtrise, mais est-ce qu'au moment où vous avez décidé de rénover, parce que vous avez dit bah là on va rénover, mais fortement pour réduire justement in fine les consommations qu'on aura sur l'ouvrage, ou c'est à la main en fait, de la maîtrise d'œuvre, et lui quand il a écrit son projet architectural et technique, il vous a proposé une ambition et après qui évolue en fonction de la conception, en fonction du coût du projet, en fonction aussi de la réalisation et de l'exécution des entreprises. Voilà, c'est un peu, voilà, quelle est cette fibre-là, de se dire, est-ce qu'on va plus loin sur la rénovation énergétique et jusqu'où vous êtes. La cible énergétique, elle faisait partie du programme en fait. Ça faisait partie des ambitions du projet. De toute façon, on ne pouvait pas réinstaller les services dans une qualité thermique aussi dégradée. Donc, pour nous, il était important aussi que la requalification architecturale comprenne cette dimension énergétique. Sur les 3 projets qu'on avait au concours, effectivement, le projet MAP proposait de réhabiliter par l'hérésie, et 2 autres faisaient des propositions de vêture double peau qui gommaient complètement l'architecture historique du bâtiment. Donc on avait un qui proposait une vêture colorée, c'était en Fibermax, et un autre qui proposait carrément un réhabillage en surface vitrée du bâtiment avec une extension qui n'était pas identique à celle-là, mais qui épousait quand même le virage.
Non, l'énergie était importante. Alors, on a eu un débat au moment, dans la phase de conception, est-ce qu'on maintient une pompe à chaleur ou est-ce qu'on reste en gaz? Il y a un moment, on a arbitré, on a dit, vu la performance en fait, de l'isolation, on peut se permettre d'aller sur cette source d'énergie. On avait aussi une solution, mais qui n'a pas pu être travaillée parce que vous voyez l'immeuble qui est juste à côté, il est desservi par un réseau de chaleur privé de Sarthe Habitat. Malheureusement, ils étaient déjà engagés sur leur chantier et notre projet n'a pas pu coïncider avec le leur. Donc peut-être qu'un jour, Métropole fera passer un système de réseau de chaleur urbain, peut-être qu'on bénéficiera du système. Voilà, le projet est adaptable. Vous avez parlé de panneaux photovoltaïques, il faut le savoir. Alors aujourd'hui, dans les projets, c'est beaucoup plus intégré du fait de la crise énergétique. Mais nous, on préconise beaucoup le Ready PV, de faire en sorte qu'on se donne la possibilité de poser plus facilement des panneaux photovoltaïques avec des installations qui sont reliées, mais les panneaux ne sont pas encore là, parce qu'on n'a pas l'investissement, parce qu'on n'a pas fait le choix. Et en fait, c'est des petites modifications sur un projet qui ne sont pas si coûteuses que ça, et qui permettent au projet d'être évolutif et d'intégrer le jour venu les PV dont on a besoin. Et une chose qui a évolué aussi, hein, c'est la possibilité de faire de l'autoconsommation avec du revente de surplus, ce qui n'était pas possible avant de la réglementation. On était obligé de vendre directement sur le réseau. Ce qui, finalement, ne donnait pas tellement, à part récupérer effectivement la revente, ne donnait pas tellement d'intérêt à faire le projet. Maintenant, sur tous nos projets, effectivement, cette question d'autoconsommation, elle est posée dès le départ du programme, parce qu'on gère aussi quand même beaucoup de collèges, et la production photovoltaïque, effectivement, elle tourne beaucoup pendant l'été et le collège est fermé. Donc, si on veut vraiment que ces choix-là soient pertinents, il faut qu'on en bénéficie pour notre consommation et qu'on puisse aussi amortir en fait, le coût par une revente sur le réseau. Une autre question? Oui, je voudrais revenir sur la question du réemploi. Donc, vous avez évoqué certaines difficultés justement à pouvoir réemployer les matériaux. Il y en a certains pour lesquels je voulais savoir si vous aviez rencontré des difficultés sur les faux plafonds, les luminaires. Est-ce qu'il y a eu des problèmes équivalents à celui sur l'escalier? Et si oui, quelle façon vous avez eu pour les résoudre? Est-ce que ça a été de la formation, ça a été des changements de projet? Alors, le problème des faux plafonds, c'est le stockage, en fait. C'est-à-dire comment, puis c'est des choses assez fragiles. Donc en fait, ils ont été repeints, parce que s'ils sont jaunes, ils sont pas très appétissants comme ça. Donc, et donc, on a profité en fait du bâtiment existant pour pouvoir les stocker. C'est-à-dire qu'il y avait on a neutralisé une pièce dans l'existant pour le stocker, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour les luminaires, c'était plus compliqué parce qu'en fait, il y a des normes qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas intervenir sur les luminaires, très concrètement. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est plus une customisation, comme on dit, en fait. C'est-à-dire qu'on a récupéré en fait, les enveloppes, ces grands cadres rouges avec la plaque dépolie, et qu'on a fixé sur un autre luminaire dont on a enlevé le catch et qu'on a remplacé, voilà, on a recréé un luminaire, mais on n'est pas intervenu directement sur la technique du luminaire. En fait. Et pour vous, architecte, c'est plus complexe et donc plus amusant, ou est-ce que c'est un problème de plus dont on se passerait bien? Non, pas du tout. C'était tout l'intérêt du projet, sinon on s'ennuie. Et puis en plus, c'est une époque. Je trouve que dans le réemploi, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le côté patrimonial. Alors patrimonial, c'est un grand mot, mais en fait, c'est juste éviter une uniformisation totale de notre vie, quoi, et garder un peu les traces de ce qui a été à toutes les époques, qu'on les ait vécues, ces époques ou pas. Ça semble intéressant. Et pour les usagers, est-ce qu'ils se sentent valorisés en allant dans du vieux qui est devenu neuf, ou est-ce qu'ils se disent quand même ils auraient pu tout rénover, quoi? Comment ça se passe, l'acceptabilité du réemploi? Alors, si vous les interrogez maintenant, je pense qu'ils vont vous répondre qu'effectivement ils ont un bâtiment qui diffère des autres parce qu'il a sa propre identité. À l'époque, effectivement, même chez nous, hein, faut pas le cacher, nous allions regarder les dalles de faux plafond. C'était jaune, j'étais vraiment sûr que bon, il y avait qu'à par contre, on était convaincus, c'était de garder le sol carré là, qui était encore, qui avait en plus une teinte qui était assez intéressante. On avait quelques doutes sur l'acoustique, on avait peur que ça réverbère beaucoup.
Et puis les portes clarites, aussi il a fallu nous convaincre. C'était pas acquis, mais bon, maintenant, vous voyez, ça donne un ensemble en fait, qui est assez cohérent. Et donc c'est grâce à l'architecte en fait, et grâce finalement à la contrainte financière, on a un peu poussé l'architecte à repenser sa philosophie de départ, à la marge, parce qu'on n'a pas pensé complètement tout le projet. Mais effectivement, de l'escalier, après, ils ont été jusqu'au bout de la logique en disant c'est un bâtiment qui a été conçu par un déficit de l'encore obligé, donc on a peut-être intérêt à garder un certain nombre de choix de l'époque pour qu'on continue à maintenir ce patrimoine qu'on a mis au milieu. Et vous qui êtes directeur de l'immobilier au département de la Sarthe, est-ce que ça a changé votre culture et vous vous dites aujourd'hui, j'intègre dans toutes mes programmations une demande sur le réemploi, à charge pour les équipes de maîtrise d'œuvre d'en faire une réponse, ou c'est resté quelque chose de ponctuel? Là, on n'a pas des bâtiments aussi bien implantés de cette valeur. Donc ça dépend du cas par cas. On sait que c'est quand même assez difficile, on est toujours dans le dilemme que ça va coûter plus cher de reprendre, d'approvisionner autrement, de conserver, on a aussi la question des normes, comme l'a dit M. Chamblin, qui ne facilite pas effectivement le remploi des matériaux. Je pense qu'on est au tout début de ce type de choix, surtout dans la construction. On a parlé tout à l'heure sur la voirie, on pouvait employer des matériaux, les reconditionner et réutiliser. Nous, on n'a pas toujours ce cas-là. Là, effectivement, on a un bon exemple, mais c'est pas toujours facile de reprendre des matériaux qui sont parfois peut-être même pas super efficaces. Est-ce qu'il y a eu des freins avec le bureau de contrôle ou pas sur cette thématique du remploi, sur les luminaires ou autres? Il était associé, compréhensif? Oui, il a joué le jeu. C'était des éléments de finition aussi, hein, Pas l'escalier, c'est un peu plus que de la finition. Oui, mais on était côté du travail, comme l'a dit M. Chamblin. Effectivement, donc oui, c'était notre incertitude, c'était qu'on nous demande d'en faire un petit peu plus sur la sécurité incendie et sur les normes, mais dans l'ensemble, c'était le cabinet Veritas, dont la discussion a été assez aisée. Toute la remise en état, c'est fait sur site? Oui, tout à fait. Dépose. La coopération du bureau de contrôle, c'était surtout par rapport à l'espace de cet escalier, parce qu'on n'est pas dans un escalier empoisonné, on dessert. Alors, le dernier niveau n'est pas desservi par cet escalier, mais on a quand même 3 niveaux desservis, donc il a fallu quand même une petite. Des 4. J'aurais une question. Effectivement, c'est un bâtiment qui reste très vitré, il était très vitré. Comment vous avez ressenti finalement cet été par rapport aux fortes chaleurs? Donc, il y a la ventilation naturelle, effectivement, qui permet de décharger la nuit. Donc, je suppose que ces ouvrants étaient lissés la nuit. Après le reste, je crois que vous avez parlé de climatisation, donc sans doute dans ce cas-là, c'est plus simple. Mais du coup, ça veut dire que vous avez dû consommer plus fortement aussi. Est-ce qu'il y a comment vous avez appréhendé, comment vous auriez pu faire autrement pour se dire on traite différemment l'enveloppe pour se limiter plus fortement encore sur les apports solaires, même s'il y a un vrai travail avec la résine qui contribue, je ne dis pas, mais sur les autres espaces où il n'y a pas de résine, comment ça a été travaillé? Je suppose que vous avez changé aussi les protections solaires existantes, tout ça, tout ce travail-là. Donc au sud, on n'a quasiment pas de vitrage par le haut. Donc est-ouest, la résine verticale est plutôt adaptée. Alors effectivement, au nord, la façade existante voilà, après, disons que on y réfléchit, c'est clair. Peut-être qu'aujourd'hui, on y réfléchirait plus précisément. C'est-à-dire avec des simulations peut-être plus concrètes pour voir. Est-ce que, William, tu peux nous préciser ce qui existe comme simulation aujourd'hui dans ce type-là? La réglementation est encore, c'est intégré dans l'Aéro 2020, mais de façon encore un peu souple. Donc est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le cadre? Souvent, on propose de faire des simulations thermiques dynamiques qui permettent de confort, qui permettent d'appréhender finalement le confort d'été sur un fichier météo moyen et des fichiers météo extrêmes, justement pour voir en état caniculaire comment se comporte le bâtiment, avec des seuils de température à ne pas dépasser. Donc on accepte 28 degrés, pas dépasser plus de 30 heures, ou le maître d'ouvrage souhaite qu'on ne dépasse pas 26 degrés. Donc, si pas 26 degrés, ça nécessite du rafraîchissement. Au-delà de ça, ça nécessite sans doute de la climatisation. C'est un peu le regard aussi de la température de consigne, jusqu'où on va.
Donc ça, c'est une donnée aussi programmatique, et de faire entendre aussi au maître d'ouvrage que finalement on peut avoir aussi un bâtiment confortable autour des 26, avec quelques heures d'inconfort durant l'année qui pourraient dépasser, et pas climé à 24, parce qu'effectivement ça engendre encore des émissions carbone, c'est beaucoup de consommation, c'est beaucoup de ressources associées. La question aussi de la température de consigne, c'est aussi le confort d'hiver. Donc voilà, on chauffe à combien? Là, on réimpose, je dirais, plus fortement du fait du plan de sobriété énergétique imposé aux entreprises de descendre à 19 degrés en consigne, mais souvent dans les programmes on retrouvait du 22, du 21, donc ça c'est pareil, on chauffe davantage, plus de consommation, ainsi de suite. Donc ça dépend un peu du cadre qu'on suit. Mais je me suis dit, oui, la simulation de thermie dynamique est déjà un bon indicateur à faire en amont du projet, parce que c'est là. Ça a quoi comme coût, ça, une simulation thermique? C'est quelques jours de travail, donc je dirais 3 000 euros, 3 000 euros, si on fait une STD en fonction du projet en phase ABS, parce que c'est là où le travail doit être fait avec l'architecte, avec les équipes. Comme ça, là, on peut travailler sur la stratégie de l'enveloppe, effectivement, pour avoir moins d'apport solaire, sur la protection solaire adaptée, sur le choix du vitrage aussi, sur la question de la ventilation naturelle, sur des brasseurs d'air, ça se fait beaucoup maintenant, on ajoute aussi des brasseurs d'air pour faire un meilleur balayage de l'air, associé à la ventilation naturelle, pour décharger le bâtiment. La question aussi de l'accès à l'essai thermique, la question aussi de l'isolation, avec des matériaux biosourcés, par exemple un fil de bois ou en chanvre, un meilleur déphasage thermique, et du coup on lisse en fait le pic de température qui va rentrer dans le bâtiment, moins de temps, c'est-à-dire qu'on va dissocier un peu cette rentrée de chaleur qui va arriver quand il fait des fortes chaleurs qu'on a rencontrées. Donc ces questions-là doivent se poser dès le départ. Effectivement, les outils aident, mais c'est une méthodologie à acquérir, je dirais. Et moi j'ai une question complémentaire, j'imagine que vous n'aviez pas la possibilité de rajouter du végétal, des arbres en extérieur qui soient des climatiseurs naturels, parce que William est plutôt porté sur la technologie. Il y a des trucs très simples aussi, hein, William, peut-être planter des arbres, mais c'est mon côté un peu fanatique. Non, mais planter des arbres, ça le jeu, ça va ombrager. Donc, c'est l'association aussi des protections solaires, quoi. Bien ombrager les façades, donc on a moins d'apport solaire qui rentre. La vraie question, c'est comment on décharge aussi finalement les apports. On rentre dans le bâtiment, comment on le décharge. Donc c'est la question de la ventilation naturelle, d'où effectivement ce travail avec des ouvrances spécifiques, hein, c'est ce que vous avez fait, je comprends, pour décharger justement quand il faut la nuit. Ça c'est important de penser à ça, décharger le bâtiment. Les arbres, il n'y a juste pas la place en fait. Parce qu'en fait, on a une petite bande de recul, il y a le chemin de halage en bas. Et voilà. Alors par rapport à ces questions, il faut préciser aussi qu'on a quand même la descente de la rivière qui régule aussi la température. Vous avez cette chance-là. Et on n'a pas été sans faire d'études thermiques. Dans le cadre de la programmation, on les avait déjà faites. Et puis effectivement, le cabinet technique qui était co-traitant de MAP a fait un certain nombre d'études. Alors, selon la réglementation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie rénovation, et puis l'autre sur la partie existante, ce qui a concouru effectivement à ces choix de limiter la mécanisation. Sur la partie qui a été sur l'extension Paréos des années 80, on avait fait d'autres choix, ou sinon elle n'était pas exploitable en fait en période d'été. Le terme de déphasage dont a parlé William m'amène à vous poser la question, est-ce que vous avez pensé à un moment utiliser des matériaux biosourcés, notamment pour l'isolation, pour pouvoir créer un déphasage? Ça a été dans le raisonnement à un moment? À l'époque, en 2015, j'avais c'est encore un peu tôt. On n'avait pas beaucoup de surface à isoler en fait. Oui, c'est ça. Oui. Et il y avait peu de surface à isoler, il n'y avait que le neuf, la partie bâtiment neuf. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je me retourne vers le jury, Simon, enfin le comité d'experts. Qui est-ce qui a envie de continuer à poser des questions? Si on a une. Oui, je veux bien revenir un peu sur le sujet un peu général du cadre. Donc on est sur quand même un parcelle qui est très contrainte, avec d'un côté la route qui amène des nuisances bruit, de l'autre côté la rivière qui apporte aussi ses contraintes. Et par rapport à ça, les accès peuvent être, je pense, assez compliqués. Enfin, on voit le circuit pour les voitures qui a l'air de contraindre énormément aussi la parcelle pour l'accès au parking. Et donc comment les accès peuvent être gérés de façon aussi à promouvoir les modes doux, l'accès piéton, l'accès vélo. On a évoqué tout à l'heure le parking vélo. Et donc comment est-ce que sur une parcelle qui est aussi contrainte que celle-ci, on arrive à faire cohabiter différents modes de transport? En fait, on a joué sur
Par rapport à l'accès piéton, on s'est calé donc sur les niveaux existants du bâti, et comme à l'époque les bâtiments étaient toujours un peu surélevés par rapport à l'espace extérieur, il y avait un problème d'accessibilité. Donc en fait, pour avoir un espace qui permette d'installer une rampe, quelques marches et accéder donc, pour tous au niveau du hall, on a joué sur un effet de courbe contre courbe qui à la fois a créé une partie abritée en sortant et puis qui a permis d'avoir un dispositif d'accès, rampe, escalier, donc ça c'est pour l'accès piéton. Alors de mémoire je ne me souviens plus sur les vélos qu'on avait prévu, mais je pense qu'il y a des axes. Il y a des, ils sont devant là dans la même, voilà. Ça c'est pour le public. Et ils sont utilisés Assez peu. assez peu. Voilà. Et sinon l'accès voiture, en fait, c'est que le bâtiment là est en limite, il y a une voie qui dessert, qui appartient en fait. Il y a une voie qui est commune à cet immeuble et à celui-ci, et en fait on a un accès de service avec quelques places en partie basse. On a 7 places en fait. 7 places de stationnement qui étaient des places existantes, et dont une partie qui est couverte par la terrasse. Le reste, c'est des locations qu'on prend à Sénovia, en face, au Palais Congrès, pour permettre au personnel qui n'a pas la possibilité de prendre un transport en commun de stationner, sachant qu'on a quand même pas mal d'assistance sociale, et donc nécessairement elles utilisent des véhicules pour aller sur des rendez-vous, donc elles ont la nécessité d'être mobiles. Donc c'est cette solution qu'on a trouvée qui est assez souple pour nous, et donc ça nous évite aussi de créer du stationnement qui est déjà un peu partout sur le secteur. La question de l'OLAP me fait penser aussi à la question de l'acoustique. On a dit que c'est un espace contraint avec un bruit venant de l'environnement, mais il y a aussi en intérieur, et quand on fait une rénovation d'un bâtiment, il faut prêter attention à cela. Quel travail particulier vous avez mené sur l'acoustique et quel rendu aujourd'hui vous avez? Très belle le faux plafond qui joue leur rôle. Non, sinon on est en fait sur l'existant, on a gardé l'essentiel du cloisonnement, et sinon on est dans un cadre complètement classique entre locaux. On se tient à la réglementation. Oui, puis par rapport à la voie, par la circulation, on a pas du tout de bureaux qui donnent sur la rue. En fait, la majorité des bureaux donnent sur la rivière ou sur le côté, avec la parcelle Sartre-Habitat, et donc on n'a jamais entendu les agents se plaindre de nuisance. Il y a un petit ronronnement qui se fait du fait de la circulation, ça on ne peut pas le gommer, mais sinon pour le reste, les locaux sur la rivière, il n'y a pas de difficulté. On voit sur la photo de chantier, sur la dernière photo, on voit bien le bâtiment qui est là, enfin, on voit bien, et il est plein, là c'est un creux en fait, qui est ouvert. Et là, il y a le hall, en fait. Et donc, la résine aussi permet de donner une unité à l'ensemble, malgré des traitements très différents, en fait. Alors, je suis toujours dans une question confort, éclairage naturel. On est dans des taux supérieurs à ce qu'on a d'habitude dans l'immobilier de bureau, j'ai l'impression. On est quasiment vitré partout, en fait. Oui, il y a quelques espaces qui sont utilisés ponctuellement, en fait, notamment des espaces d'entretien, où là, on n'avait pas la possibilité d'avoir des surfaces en éclairage naturel, donc c'est des locaux qui sont un peu aveugles. Donc là, on est obligé de passer par une lumière artificielle, sinon pour tout le reste, effectivement, on bénéficie de la lumière naturelle. Très bien, y compris les circulations, en fait. Donc, que ce soit les nouvelles ou anciennes, elles sont éclairées naturellement. Et moi, je voudrais juste rajouter un truc sur le... En fait, la particularité de ce projet, c'est d'avoir qu'on ait su un peu jouer avec les réglementations, et même dans le fait de... On en parlait tout à l'heure, même dans le fait de... Entre le neuf et le... Entre la partie accessible au public et la partie réglementation du travail, et puis même le fait que ce bâtiment, en fait, il a été conservé, parce qu'en fait, il ne serait plus possible de construire un bâtiment neuf. À cet endroit-là. De la proximité de la rivière. Si on avait fait le choix de déconstruire et reconstruire, on n'aurait pas eu le droit. Donc il y a un jeu, tout ça, il faut une agilité aujourd'hui avec la réglementation. C'est souvent une motivation pour maintenir un bâtiment. C'est souvent une motivation pour maintenir un bâtiment. C'est qu'on ne pourrait pas le reconstruire à cet endroit-là. Donc là, c'est vrai que c'est une motivation, mais ça peut, ne serait-ce que pour des contraintes carbone, ça peut être aussi une pratique commune sans cette motivation-là. Et là, on a pu reconstruire la petite
surface parce qu'en dessous c'est libre, en fait, ça sert de parking. Donc il n'y a pas de gros risque d'inondation sur la partie extension. Voilà un mot sur les nuisances chantier. Donc le chantier, vous avez dit autour de 2 ans. Il y a une circulation qui est importante dans ce secteur-là. Il y a du voisinage. Comment est-ce que vous avez géré justement ces questions de nuisance de chantier par rapport soit au voisinage, soit par rapport à la circulation? De mémoire, on avait une charte sur les nuisances acoustiques avec un cahier des charges par rapport aux entreprises et on a une charte chantier propre également. Et pas de difficulté à remarquer C'est-à-dire que le chantier, on a été obligé d'y réfléchir quand même, étant donné les conditions d'accès, de travaux. En fait, c'était un sujet. Voilà. On se demandait, en voyant où est la base vie, on s'est devait y avoir. Elle était sur l'arrière. Elle est sur l'arrière, vous avez trouvé un petit espace pour la mettre. Mais même en termes de sûreté, on a comme ça un bâtiment qui était très très visible. Vous voyez les panneaux blancs, finalement, on n'a pas été tagué, on n'a pas eu d'intrusion, on a été assez protégé sur ce chantier, on n'a pas eu de dégradation à déplorer. Très bien. J'ai à peu près épuisé toutes les questions que j'avais en tête. Moi j'ai une dernière, du coup, plutôt sur la naissance à l'origine du projet. En fait, je me demandais, on a évoqué tout à l'heure le fait que ça peut être quelque chose d'assez innovant de rénover plutôt que de construire. Et aussi, là, il y a quand même toute la question de mutualisation des espaces avec une cohabitation entre un espace qui soit du public, un espace de bureau, avec l'histoire des places de stationnement qui sont partagées avec le parking de la Cité des Congrès. Et donc, comment, du point de vue de la programmation, on fait pour savoir que c'est ce projet-là, c'est le bon endroit pour faire ce projet-là? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic des bâtiments existants, par exemple, sur la commune qui a été fait pour essayer d'identifier les potentielles ressources foncières? Quelle a été la démarche pour mettre en place le programme en fait? Dans le cadre de la stratégie immobilière, en fait, on balaye toutes les possibilités de nos bâtiments au regard des besoins des services et de leur performance. Et donc ce bâtiment-là, il venait d'être libéré en fait, par les comités sportifs. C'était en 2012 et on était en pleine réflexion sur notre stratégie immobilière décennale. Donc assez vite, on s'est posé la question sur la réutilisation. 3 scénarios, soit on revendait avec un coût qui n'aurait pas été très intéressant. Quand on revend le bâtiment, on cherche toujours à savoir quel est le projet de suite. Donc comme on est une collectivité territoriale, on se doit quand même, pour l'ensemble de la population, expliquer après quelle suite on donne à notre patrimoine. Donc c'était une hypothèse qui a été vite balayée. Ensuite, il y avait la question de démolition, reconstruction, quelque chose. Une fois qu'on a été convaincu que cet emplacement était un emplacement qui était approprié en fait à l'utilisation d'un des services. Après, il restait la question, qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment? Est-ce qu'on le redésosse? Est-ce qu'on en fait une extension à minima? Voilà, il y avait toutes ces questions après qui étaient programmatiques. Mais sur la genèse même, ça a été assez vite, la solution a été vite trouvée en fait. C'est pas, pour nous, il y avait un vrai besoin d'améliorer en fait, les conditions d'exercice de nos assistances, nos équipes solidarité. Dans le diagnostic patrimonial, qui fait l'objet d'ateliers avec les professionnels, on avait vite mis en évidence qu'il y avait des conditions qui n'étaient pas favorables, parce qu'on a vu des phénomènes d'agression d'usagers sur les professionnels. Donc on était en cours d'écriture de notre référentiel. Et dans notre référentiel, on sépare bien la partie publique de la partie bureau, alors qu'avant, les assistantes sociales recevaient dans leur propre bureau, ce qui posait quelques difficultés de confidentialité. Donc, quand on a écrit le programme pour ce projet, on avait déjà notre référentiel qui était écrit. Donc, on savait qu'il fallait séparer la partie publique de la partie bureau. On privilégie sur une partie publique, forcément sur le rez-de-chaussée, les parties bureaux sur les étages. Donc, il y a une séparation qui était déjà actée. Et dans le programme, les choses, on n'a pas eu beaucoup à les débattre en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais sur le programme en lui-même, il a été assez simple dans sa philosophie, dans ses principes. Dans sa mise en œuvre, dans les affectations de bureaux, c'était beaucoup plus compliqué avec les équipes. Ah, les affectations de bureaux. Oui. C'est des petits, on a peu vu, c'est des petits open space ou c'est des bureaux séparés? Les tableaux, c'est pas les open space. Là, c'est tabou. Carrément. Si je reprends les plans, non, après, on milite quand même pour qu'on ait le maximum de bureaux partagés.
Donc c'est Surtout en solidarité, puisque les agents ne sont pas sédentaires, donc ils bougent beaucoup. Donc l'idée c'est quand même que c'est un bureau qui est affecté, au moins qui sert avec une, deux, trois personnes. On va au-delà de 4, ça ne fonctionne pas. On a eu beaucoup de mal effectivement à définir des trames un peu uniques. Donc un bureau individuel, souvent c'est pour un encadrant ou quelqu'un qui a une mission qui nécessite beaucoup de concentration. Pour le reste, sinon on est sur des trames de 2, 3 bureaux, 2, 3 espaces de travail. Donc un peu, vous voyez, la difficulté ça a été de poser les cloisons au bon endroit, ou garder les cloisons qui étaient existantes. Elles sont facilement déplaçables. Est-ce que ça a été réfléchi, cette question de l'évolutivité du bâtiment et pouvoir déplacer les cloisons de façon la moins coûteuse possible? Non, Après, c'est pas une bonne solution aussi, les cloisons modulables, ça coûte aussi cher. Oui, ça c'est. Du BA13, donc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? L'un ou l'autre? Merci beaucoup, si vous voulez bien les applaudir et puis juste après passer à la dernière question. Maintenant, c'est une question que vous adresse à vous. Est-ce que vous pensez que ce projet peut rentrer dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire? Donc, je vais faire comme tout à l'heure, comme le conseil municipal Bernal, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Alors, votez, nous. Mais tout à l'heure, j'ai vu des gens intéressés au projet qui avaient voté, donc même 2 fois j'ai l'impression. Félicitations donc à l'unanimité, merci beaucoup. Et donc on se retrouve le mois prochain. Est-ce que tu as la date exacte? Le 15 décembre. Le 15 décembre en Vendée, à La Roche-sur-Yon, pour 2 projets à nouveau, le dernier projet de l'année. Bonne journée, à bientôt.